En 1954, Hitchcock est au sommet de sa carrière, notamment à Hollywood. Donc il vient d'Angleterre et il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il a des droits que très peu de réalisateurs ont, hein. Vous savez qu'au sein des systèmes hollywoodiens, le réalisateur, c'est vraiment un pion qui se contente de faire le travail de mise en image. Lui, il a le droit de choisir ses collaborateurs. C'est ce qu'il fait avec son chef opérateur, avec sa costumière par exemple. Et il a aussi le final cut, c'est-à-dire le droit sur le montage final, ce qui est vraiment un privilège extrêmement rare. Il décide de travailler sur le scénario d'une nouvelle qui est sortie en 1942 et il enchaîne. Il vient de faire le film Le crime était presque parfait, déjà avec Grace Kelly, qu'il a tourné entre août et septembre, et dès novembre, il est déjà sur le tournage de Fenêtre sur cour. Donc il enchaîne vraiment très rapidement les films à ce moment-là. Il engage un scénariste, Hayes, qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, et il va travailler avec lui pour superviser un petit peu l'écriture, ce qu'il a toujours fait. Il n'est jamais crédité au scénario, mais par contre, il y participe activement et il va ajouter certains éléments importants, puisque c'est qu'une nouvelle au départ. Il s'agit d'étoffer un petit peu le scénario. Il va ajouter deux éléments. L'histoire d'amour, le personnage de Lisa n'existe pas du tout dans la nouvelle, et c'est lui qui va déterminer aussi la profession de Lisa et de Jeffries, qui vont avoir un impact assez important sur le scénario. Donc le scénario est écrit, il faut ménager aussi la censure, parce qu'à l'époque on est encore sous le code Hayes, vous savez, le code de censure qui court des années 30 à la fin des années 60. Et donc le premier scénario est soumis à la commission de censure qui retoque un certain nombre d'idées. Les tenues de Miss Torso, la danseuse par exemple, le fait que Miss Lonely Hearts ramène des hommes chez elle, et aussi la relation avec Lisa qui est insistante pour passer la nuit. Mais Hitchcock et le scénariste ont une chance, c'est que avant que le scénario soit réalisé, le directeur de la promotion de censure, de la commission pardon, de censure, part à la retraite et il est remplacé par une nouvelle équipe qui est un petit peu plus conciliante et qui va laisser pas mal de choses qui étaient au départ proscrites. Hitchcock emmène l'équipe de censure sur le plateau, leur explique que la demoiselle qui danse sera très loin et qu'il n'y aura absolument aucun problème, mais il est quand même assez prudent. Et toutes les scènes où Miss Torso danse, elles ont été tournées dans deux tenues différentes, hein, plus ou moins dénudées, plus ou moins éclairées aussi. Et Hitchcock a espéré que certaines, justement, des séquences les plus chaude serait acceptée, ce qui a été le cas pour un certain nombre, et ça lui a permis de moduler différentes tenues en fonction finalement du bon vouloir de la commission de censure. L'une des missions aussi qu'il donne à son scénariste, c'est de passer une semaine et demie avec Grace Kelly. Il lui dit: j'aimerais que tu connaisses sa personnalité, j'aimerais que tu connaisses son style, et le scénariste va le faire, ce qui prouve que très clairement Hitchcock a le désir de montrer Grace Kelly à l'écran plus que Lisa, et qui est une femme qui à l'époque est déjà très célèbre, qui a donc tourné avec Hitchcock l'année précédente et qui est connue pour son glamour, son style, et qui en 55, donc l'année suivante, sera l'actrice la mieux payée à Hollywood, considérée comme l'une des plus belles femmes au monde, et qui tournera encore l'année d'après son troisième film consécutif avec Hitchcock, qui sera La main au collet. Pour Fenêtre sur cour, elle renonce à une proposition qu'on lui fait de tourner avec Kazan dans Sur les quais. Et donc elle a 24 ans à l'époque, Stewart a 21 ans de plus qu'elle. Et en fait, sans le savoir, elle est en train de terminer sa carrière, puisque en 56, elle épousera le prince régnier de Monaco et mettra un terme à sa carrière à l'âge de 26 ans et après avoir tourné dans 10 films seulement. Donc Hitchcock aura su au bon moment l'avoir parmi ces fameuses égéries qui jalonnent sa carrière. James Stewart, lui, a déjà tourné avec Hitchcock. Ils ont tourné ensemble à La Corde en 48 et ils se reverront à deux reprises pour des films très importants de la carrière d'Hitchcock, puisque ce sera L'homme qui en savait trop en 56 et puis surtout en 58 Vertigo sur Freud qu'on avait programmé l'année dernière.
Le tournage est aussi assez célèbre, on en parle dans la presse avant même la sortie du film, pour le décor qui a été construit. Toute la cour que vous voyez est entièrement construite en studio, et c'est un budget très important, c'est à l'époque le décor le plus cher de l'histoire du cinéma, il coûte 100 000 $ de l'époque, ce qui est absolument colossal, et durant la campagne de promotion du film, il va y avoir pas mal d'informations là-dessus, sur le fait que voilà, c'est un décor qui a ménagé 25 000 heures de travail. Il y a 31 appartements construits, dont 12 qui sont intégralement meublés de l'intérieur. Et la légende prétend d'ailleurs que Mister So aurait réellement vécu dans l'appartement dans lequel on la voit. Et c'est donc tout un plateau des studios qui est investi, des sous-sols jusqu'au plafond, avec des véritables défis techniques pour toute l'équipe. L'éclairage a été modulé de façon à ce qu'en appuyant sur un seul bouton, on puisse passer sur 4 éclairages différents, que ce soit la journée, l'après-midi, la soirée ou l'éclairage nocturne. Ils ont tout un système d'irrigation qui leur permet aussi de faire la séquence sous la pluie. Et comme on est à l'intérieur, on est évidemment sous un système d'éclairage extrêmement puissant, ce qui fait que tous les gens qui jouent sur les hauteurs on ressent une chaleur assez colossale, et c'est très dur de rester très longtemps sous ces projecteurs. Le tournage se passe bien. Alors la légende prétend que Hitchcock, c'est à moitié une légende, mais elle a été un petit peu évidemment entretenue par Hitchcock lui-même, notamment dans ses fameux entretiens avec Truffaut, et lorsqu'il explique que avant de tourner, il sait exactement chaque plan. Il les connaît, il les a storyboardés, il les a vus dans sa tête, et on en est arrivé à dire que Hitchcock considérait que finalement le tournage était une espèce de formalité technique durant laquelle il s'ennuyait un petit peu, puisque tout le processus créatif aurait été fait auparavant, et que sur ces tournages, il n'y avait aucune chute de rush, on jetait rien, et tout était extrêmement efficace. En réalité, c'est pas aussi vrai que ça, dans la mesure où justement ici les contraintes d'espace sont telles qu'il y a pas mal de choses à régler sur le plateau lui-même. Les angles de vue font que pour le montage, Hitchcock va se réserver souvent 2 systèmes de prise de vue différents. Certaines prises de vue vont être à la grue. Il y a une grue spéciale qui a été construite de manière à ce que depuis l'appartement de Jeffries, on puisse aller jusqu'au gros plan. Vous le voyez à un moment, quand la caméra recule et elle rentre à l'intérieur de l'appartement au moment où il se fait masser. On a un mouvement de caméra très audacieux. D'autres sont pris au pied. Et de la même façon, il jongle entre deux focales, du 50 et du 75. Et très souvent, il prend les prises de vue en double, de manière à pouvoir, au montage, avoir de la matière pour moduler ses angles. Donc le tournage excède un petit peu le planning prévu, mais de 2 semaines seulement, et il se déroule de manière extrêmement conviviale, et tout le monde est en bonne entente, dans la mesure où justement Hitchcock travaille toujours avec les mêmes personnes et a su très bien s'entourer. Le travail sur la musique est très singulier aussi. Il a toujours été chez Hitchcock, mais là, il l'est aussi par rapport à la carrière même d'Hitchcock. On connaît bien Hitchcock et les partenariats qu'il a pu faire avec des compositeurs, dont Herman évidemment, qui composent des bandes originales spécifiques avec des thèmes associés à des personnages, etc. Ici, c'est absolument pas le cas. On n'a aucune musique qui soit, comme on appelle, off ou extra-diégétique, si ce n'est le petit thème au début du film. Mais en réalité, toutes les musiques qu'on entend sont des musiques qui systématiquement sont jouées à l'intérieur de l'écran. On a 3 sources. On a le piano du musicien, on a la radio qui change régulièrement de station, et on a aussi le phonographe. Et c'est un travail très particulier que veut faire Hitchcock, où il veut, par souci de crédibilité, faire qu'on n'ait aucune source musicale extérieure. Ce qui crée des scènes de suspense assez originales, puisqu'elles sont soit avec une musique de fond qui a l'air d'être en contrepoint total par rapport à ce qui se passe, ou alors sans aucune musique pour la scène finale, ce qui est très inhabituel chez Hitchcock, qui a toujours beaucoup aimé évidemment souligner le suspense, souligner la tension, voire le lyrisme amoureux avec des partitions très singulières. Et l'une des musiques qu'il utilise, ça va être les bruitages. Il y a un très grand travail qui est fait sur la bande son.
on entend vraiment très régulièrement des éléments sonores qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas seulement des éléments qui créent une ambiance de cour ou de rue, parce qu'on entend la rue derrière aussi, mais quand on regarde dans le détail un certain nombre de séquences, il y a toujours des éléments qui sont très précis. Par exemple, une des premières fois qu'on voit Thorwald, on entend une sirène de police qui a l'air d'annoncer un petit peu justement le caractère criminel de ce personnage et de cet appartement tout entier, par exemple. Donc il y a un très, très beau travail sur le son et une approche aussi des dialogues qui est assez intéressante, hein. Certains analystes ont établi que 35% du film était entièrement dénué de dialogue, ce qui est très rare et particulièrement dans un film hollywoodien. Et un certain nombre de répliques ne sont pas intelligibles. Là, on retrouve le travail de Jacques Tati, par exemple, hein, qui aime beaucoup filmer des personnages et des groupes comme ça. Et en fait, la simple intention, la simple gestuelle des personnes nous suffit à comprendre la nature de leur échange. On n'a pas exactement besoin. D'ailleurs, nous, quand on voit la version originale sous-titrée, c'est assez intéressant de voir que les sous-titres français rendent intelligibles des paroles qui ne le sont pas réellement dans la bande originale, en fait. Et c'est vrai que cette approche-là a beaucoup intéressé Hitchcock, qui a travaillé de façon assez expérimentale sur cet aspect-là. Le film donc sort en 1954, c'est un très grand succès qui est à la fois critique et public, et le film rentre dans ses frais et a une assez belle carrière. Mais il va avoir une destinée un petit peu particulière. Car Hitchcock a une nouvelle casquette, hein. Jusqu'à présent, il était réalisateur et producteur de ses films depuis un certain moment à Hollywood. Et là, il obtient avec la Paramount et par le biais de son agent une nouvelle casquette qui est celle du détenteur des droits. Ce qui est là aussi quelque chose que personne n'obtient généralement. Et donc, il a la possibilité de maîtriser la diffusion de son film. Et il décide, après la sortie en 1954, de retirer le film. Et il le fera avec un certain nombre d'autres films. C'est le cas de La Corde, c'est le cas de Vertigo aussi, et de L'Homme qui en savait trop. Et ces 4 films-là, on ne va plus les voir pendant 30 ans. Après, notamment, la mort d'Hitchcock lui-même. On ne sait pas exactement pourquoi il les a retirés. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il aimait bien l'idée d'accentuer le mythe entourant son œuvre, qui fait que les gens qui l'avaient vu au moment de la sortie pouvaient en parler, et notamment la presse, et notamment la presse française, qui portait vraiment au nu Hitchcock, et il faisait partie un peu de ces happy few, et il y avait toute une littérature, et si on avait été là au bon moment, on avait vu le film, ce qui augmentait un petit peu, si vous voulez, son caractère légendaire, et il y avait aussi probablement une idée un petit peu plus utilitariste, en se disant qu'en cas de coup dur, en cas de nécessité, il avait toujours la possibilité de relancer la carrière de ses films. Donc les films ensuite passent dans les droits de la fille Hitchcock, qui mettra un certain temps à les rediffuser. C'est qu'à partir du 83-84 qu'on va redécouvrir, et la ressortie en salle, notamment de Fenêtre sur cour et aussi Sueur froide par exemple, va avoir un très grand retentissement, et un retentissement critique et public bien plus grand qu'à l'époque de leur première sortie. Alors c'est un film qui, comme je vous l'ai un peu dit, a un parti pris très intéressant sur cette unité de lieu. C'est une unité de lieu qu'on a déjà vue dans la filmographie d'Hitchcock, puis il l'avait fait dans The Rope, La Corde, où on est dans un seul appartement avec ce film en plans séquences successifs qui ont l'air d'être un unique mouvement de caméra. Il y avait aussi dans Lifeboat, où on est sur une seule barque bloquée avec certains personnages. Et ici, on a donc cette unité de lieu qui fait penser au projet littéraire de Georges Perec, La vie mode d'emploi, vous savez, où le projet consiste à décrire un appartement comme si on en enlevait la façade, et on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur, et chaque appartement crée une sorte d'histoire et forme un gigantesque puzzle qui nous donne un regard panoptique sur une micro-société. Et c'est clairement ce que propose cette ouverture, avec justement une unité de lieu qui fait beaucoup penser au théâtre. Vous voyez dans la première séquence les rideaux qui s'ouvrent et qui miment évidemment cet aspect très théâtral, et un très beau plan séquence et un panoramique qui vont nous montrer tous les appartements qui distribuent différents types de personnalités, différents types de ménages, etc. Avec un élément qui s'ajoute, qui est intéressant, c'est qu'on est dans le Village de New York, un quartier qui est réputé pour sa vie artistique. Et effectivement, on a un compositeur, on a une artiste, on a une danseuse aussi. Et c'est quelque chose qui va ajouter évidemment à cette dimension réflexive sur l'art et sur la représentation.
Et à ce premier panoramique qui présente tout ce monde-là, va en répondre un deuxième, c'est celui qui se passe à l'intérieur. Et de la même façon que tous les personnages qui sont présentés à l'extérieur annoncent une sorte de programme au niveau du background des personnages secondaires, tous les éléments qu'on voit en détail et en gros plan dans l'appartement de Jeff sont aussi un programme du film à venir. Hein. Rien que les photos alors évidemment au départ on voit son immobilité, on voit son plâtre, mais ensuite les photos montrent son aspect aventurier, montrent son accident, hein, puisqu'on a la voiture, on a aussi son appareil fracassé, mais on a aussi d'autres indices, on verra les flashs qui lui serviront à la fin, et on voit aussi les magazines de mode qui renvoient à l'univers cette fois de Lisa. Donc on a un programme qui est très établi et qui nous a permis d'identifier dans la première séquence absolument tout ce dont on a besoin pour comprendre le cadre. Et dans ce cadre-là, hein, on est dans un cadre estival dans lequel on vit à moitié dehors, toutes les fenêtres sont ouvertes, ce qui va évidemment permettre qu'on voit tout. Jeffrey, ce qu'il contemple, il le contemple depuis plusieurs semaines et donc on sait qu'il connaît toute la routine. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose va être différent de d'habitude, eh bien, il va fatalement le remarquer. Et c'est là que justement il va passer du simple observateur à l'enquêteur. Donc la position de Jeffrey, elle est extrêmement intéressante dans le cadre d'un policier, puisque il est celui qui a un point de vue, il a une loge, si vous voulez, sur un spectacle qui va lui permettre d'émettre des hypothèses et puis qui va lui permettre de définir ce qui sort de la norme et ce qui devient, comme il le dit, suspicieux. Mais ce qu'on remarque assez vite, c'est que ce regard, qu'on pourrait considérer comme un regard de surplomb, qui est justement une première loge et qui lui donne accès à tout, est en réalité saturé d'ellipses et de trous qui l'empêchent d'accéder à toute la vérité. Hein, on a cette façade, qui est une façade sur laquelle on a une multitude d'écrans, et on joue très souvent avec ce qui se passe entre les écrans, hein, ces bandes de briques dans lesquelles on ne voit pas tout. Et vous avez à la fois cet espace troué et aussi un temps qui est troué, puisqu'il y a des moments d'ellipse, il y a des choses qu'on ne voit pas, et qui, évidemment, vont supposer, comme si on devait reconstituer un puzzle, pour reprendre la métaphore qu'on a chez Pérec, qui vont supposer des recherches et des hypothèses. Et plus on fait face à ces manques, face à ces hypothèses, plus, évidemment, l'excitation du spectateur grandit. Et le spectateur, lui, il a une posture aussi, évidemment, très intéressante. Tout le film est fondé sur la recherche et la formalisation des points de vue. Et on est la quasi-totalité du temps dans un point de vue interne, c'est-à-dire que nous voyons ce que voit Jeffrey et nous enquêtons avec lui. À une exception près, et qui est très intéressante, c'est le moment où justement Jeffrey dort et où nous voyons Thorvald qui sort avec sa, entre guillemets, femme, hein, et qui quitte l'appartement. C'est un moment qui est une fausse piste extrêmement maligne de la part du réalisateur, puisqu'il nous donne l'illusion que cette fois nous passons à un point de vue omniscient et que nous en savons davantage que l'observateur. Observateur d'ailleurs, Jeffrey, qui n'a pas le droit à cette mise en scène, et là pour le coup, hein, cette mise en scène où on donne un rôle à un personnage annonce totalement ce qui sera vraiment tout le film de Vertigo, où on a ces personnages qui jouent des rôles pour tromper celui qui les observe. Et justement, le manque qu'a Jeffrey, qui n'assiste pas à cette mise en scène, fait que justement il va mettre en place l'enquête, et c'est un manque qui devient un plus pour lui. Et pour nous, nous avons une fausse piste où nous croyons en savoir plus que lui, et nous avons derrière, évidemment, un Hitchcock qui assure cette fameuse direction de spectateur dont il parle beaucoup dans ses entretiens, en expliquant que son grand plaisir à lui est d'être celui qui, justement, gère toute cette machinerie. Vous l'avez remarqué, le caméo de Hitchcock, qui apparaissait dans chacun de ses films, il arrive dans l'appartement, enfin il est présent quand on le voit dans l'appartement du pianiste, et il est en train de remonter une horloge, hein, il est le grand horloger, le maître du temps, le dieu de toute cette structure, évidemment. Donc, évidemment, autre élément majeur de ce film, c'est la manière dont il est une référence, une mise en abîme du cinéma. Hitchcock l'a dit très tôt, hein, pour lui, il dit rien n'aurait pu m'empêcher de faire ce film parce que mon amour du cinéma surpassait n'importe quelle morale, parce qu'on lui a posé la question morale, notamment du voyeurisme. Et il expliquait que pour lui, c'était largement plus un film sur le cinéma que sur le voyeurisme, même si la question du voyeurisme
évidemment, mérite d'être posé et débattu. Et ça a été remarqué très vite, notamment par les fameux cahiers du cinéma qui, en 1954, voilà, sont émerveillés de voir un film qui, justement, est un film qui est autoréférentiel, qui parle de ce que c'est que le dispositif cinématographique et qui, de ce fait-là, est d'une gigantesque modernité et qui confirme tout ce qu'ils ont dit depuis quelques années au sujet de Hitchcock, à savoir que c'est un grand auteur, au même titre que le sont les auteurs européens. Et c'est eux qui contribueront, notamment avec Truffaut et ses fameux entretiens, à justement donner cette véritable stature d'auteur international à Hitchcock. Hitchcock va beaucoup s'exprimer sur le sujet, et c'est intéressant de l'entendre parler parce que Hitchcock vient du muet. Il a commencé sur le cinéma muet, et il estime que pour lui, le cinéma muet est vraiment la condition même par laquelle on peut comprendre le cinéma. Il dit n'importe quel apprenti cinéaste devrait commencer par faire du cinéma muet pour comprendre toute la syntaxe et la grammaire filmique. Et les scénettes auxquelles on a droit sont des scénettes la plupart du temps muettes, avec une sorte de pantomime, et on a une sorte d'ancêtre du split screen, vous savez, ces incrustations où on voit plusieurs écrans à la fois, et chaque petite scénette a été pensée de manière à ce qu'elle raconte une histoire qu'on puisse comprendre sans la parole et par la simple expression des personnages, et de temps en temps par les commentaires de ceux qui les regardent. C'est ce que De Palma comprendra bien, Brian De Palma, qui est voilà l'imitateur numéro 1 d'Hitchcock et qui reprend souvent ses motifs et qui lui justement les met en place notamment par du split screen, parce que la technique le permet un peu plus. Dans l'un de ses premiers films, Sœur de sang, on a vraiment l'idée on assiste à un meurtre, on le voit par la fenêtre et on a deux écrans simultanés entre celui qui observe et ce qui se passe à l'intérieur. Et Hitchcock, lui, a une contrainte supplémentaire, et il arrive dans ces petites vignettes à nous créer des micro-récits qui sont à chaque fois parlants. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est de voir à chaque fois le contre-champ, à savoir la réaction de ceux qui contemplent. Et pour ça, il va se nourrir de thèses qui sont connues dans l'histoire du cinéma, des thèses des formalistes russes qui, durant les années 20, théorisent ce qu'est vraiment le montage. On aura évidemment Eisenstein, qui en sera un des grands réalisateurs, mais on a le théoricien Kuleshov, qui théorise l'effet Kuleshov, on l'a appelé, où vous avez le visage d'un homme. Enfin, on voit d'abord une femme assise, allongée lascivement sur un sofa, le visage d'un homme. Ensuite, un cercueil avec un enfant à l'intérieur, le visage d'un homme. Et enfin, une soupière bouillante et le visage d'un homme. Et lorsqu'on fait des tests et qu'on demande aux spectateurs quelles sont les expressions du visage de cet homme, eh bien, ils vont dire que la première fois, il exprimait le désir, la deuxième, la tristesse, et le troisième, probablement la satisfaction de la faim bientôt rassasiée. Alors qu'en réalité, c'est toujours la même image. Donc cette théorie extrêmement intéressante prouve, selon Kuleshov, que le spectateur va donner un sens aux images en fonction des éléments de montage qui sont avant ou après. Et Hitchcock expérimente aussi cette théorie dans le film, puisqu'il explique que lorsqu'on voit le sourire de Jeffrey, on l'interprète différemment en fonction de ce qu'il vient de voir. Lorsqu'il sourit parce qu'un petit chien descend sur un panier, on le trouve attendri et bienveillant face au voisinage. Lorsqu'il sourit parce que Mr. So danse, on peut considérer que c'est un sale pervers. Et ça, Hitchcock, qui lui-même était un vrai pervers, trouve ça absolument délicieux. Et il aime beaucoup justement cette idée d'avoir un champ contre champ où finalement les petites scénettes, elles vont être commentées et elles vont être interprétées. Et c'est en ça qu'on a un grand travail sur qu'est-ce que le regard. Et effectivement, Jeffrey est un double du cinéaste. C'est d'abord un voyeur, très clairement, on en parle longuement, mais c'est aussi un cinéaste dans la mesure où on le voit capter les images, changer les focales. Il va avoir l'œil, il va avoir les jumelles, le téléobjectif, donc il cherche des cadrages pour être le plus performant dans ce qu'il cherche à voir. Et puis en plus, il va établir un montage, c'est-à-dire qu'il va créer du sens par rapport à ce qu'il a vu avant, ce qu'il a vu après, et même échafauder un scénario, puisqu'il passe le film, finalement, à écrire un scénario par rapport à justement des éléments qui manquent, et que quelqu'un aimerait évidemment cacher. Mais en plus d'être cinéaste, il est aussi cinéphile.
puisque la grande différence avec Hitchcock, le grand horloger qui lui maîtrise tout et qui sait pertinemment ce qui se passe et où on va, ici nous on a une posture de cinéphile qui, Jeffrey, encore lui, aidé par Lisa, cherche à comprendre les images et cherche à les interpréter et à leur donner du sens pour comprendre the whole picture, si vous voulez. Et donc, on a ces trois phases du regard cinématographique qui, évidemment, font un tableau complet sur la réflexion sur le regard. Mais Hitchcock ne s'est pas arrêté là. Et c'est là que ça devient très intéressant. Je vous disais au départ qu'à cette nouvelle où quelqu'un observe et fait une enquête à distance, il ajoute toute la dimension de la romance et de l'histoire d'amour. Quand on regarde, qu'est-ce que c'est que le voyeurisme? Le voyeurisme, il se fonde sur deux aspects, deux tabous, la mort, mais aussi évidemment le sexe. Le sexe qui apparaît dès le début de manière assez joviale, avec des images un peu voyeuristes, avec des jeunes filles qui se dandinent, avec les jeunes mariés qui vont fermer leur store, etc. Mais il va y avoir une réflexion beaucoup plus large sur ces deux dimensions, Eros et Thanatos. Si on scinde l'espace, très clairement, on voit que tout ce qui est du côté de la mort, c'est en face, et tout ce qui est du côté de l'amour, c'est à l'intérieur. Et de la même façon que vous avez Jeffrey qui contemple et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé du point de vue de la mort à l'extérieur, il va devoir aussi gérer une autre histoire à l'intérieur qui concerne l'amour. Et l'amour, visiblement, il n'est pas très prêt. Il est dans une posture d'impuissance au départ, la jambe dans le plâtre, et si on regarde la situation, il est en train de perdre des occasions professionnelles qui lui ont permis d'aller à l'autre bout du monde jusqu'à présent. Et là, il y a une personne qui rôde autour de lui et qui est prêt à le figer définitivement dans cette terrible institution qui s'appelle le mariage. Il en plaisante au départ, mais la réflexion est très poussée, puisque la première discussion, qui est une sorte de dispute avec Lisa, montre qu'il a très peur, finalement, de ce que peut être le mariage. Si on regarde ce qu'il contemple, en face de lui, sur la façade en face de lui, il a une projection de tout ce qu'il peut redouter. Et il le dit d'ailleurs clairement dès la première séquence, quand il dit au téléphone à son patron, rentrer le soir et puis se faire engueuler, etc. Et il voit justement différents personnages qui incarnent, si on le regarde bien, toutes les étapes des jeunes mariés très euphoriques, alors qu'on a l'impression quand même qu'au bout d'un moment, le jeune homme qui peut même plus aller fumer une cigarette commence déjà un petit peu à en avoir assez. Et puis, différents stades, des gens sans enfants qui sont en haut et qui sont un petit peu ridicules, mais attendrissants. Et puis, jusqu'à un mariage qui bat de l'aile au point qu'on finit par découper sa femme en morceaux. Donc, en face de lui, tout ce qu'il peut craindre, une projection au sens de l'image, mais au sens évidemment psychologique du terme, de toutes ses plus grandes angoisses. Et évidemment, le film joue aussi là-dessus. D'autant que Jeffrey passe son temps à se poser la question de ce qui se passe dans le couple des Thorvald. Quels sont les manques, quelles sont les informations qui leur manquent, et le spectateur peut aussi se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le couple entre Jeffrey et Lisa. Est-ce qu'ils ont déjà couché ensemble? Est-ce que cette fameuse nuit est la première ou pas? Est-ce qu'il y aura un mariage? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Et ça, évidemment, c'est une deuxième enquête qui va justement doubler celle de Jeffrey par rapport au Thorvald. Et vous remarquerez que chaque fois qu'on évoque un élément érotique, l'élément meurtrier se double. Au moment le plus explicite où on est sur le point de passer à d'autres attractions lorsqu'elle a mis sa sublime nuisette, eh bien, on a un hurlement, c'est la mort du chien, et on va passer à autre chose. De la même façon que Miss Lonely Hearts, quand elle rencontre quelqu'un, juste après, elle a juste des envies de suicide. On a toujours ces deux extrêmes qui vont de pair, si vous voulez. Reste donc à définir le rôle de la femme. Vous savez que Hitchcock, on l'a souvent qualifié de très grand misogyne, ce qu'il était un peu quand même, de très grand pervers, ce qu'il était beaucoup, et il savait évidemment s'entourer toujours de comédiennes extraordinaires, ces fameuses beautés blondes, froides, etc. Ce sera Tippi Hedren après Grace Kelly. Et
le rôle qu'a Grace Kelly dans ce film est quand même assez particulier parce que on a pas mal d'éléments qui en font le personnage finalement moteur dans tous les sens du terme du récit. C'est elle qui bouge. Jeffrey ne peut pas, et il dit à plusieurs reprises que finalement, quand il dit on, en réalité c'est elle, et d'ailleurs elle-même à deux, il y a deux femmes, puisque Stella aussi participe à l'action, et le personnage de Grace Kelly est un personnage assez délicieux qui correspond à la femme, ou du moins à la légende que la femme voulait vendre, et qui arrive dans cet appartement comme une icône. Elle a une nouvelle robe à $1000 chaque soir et qui évidemment ne correspond pas. En fonction de la personne qui l'a décrit, elle a une autre identité. Raison pour laquelle, quand elle se présente au début, elle dit ses deux prénoms avant son nom et à chaque fois elle allume une lumière pour montrer qu'elle a plusieurs facettes. Pour Stella, c'est la femme à épouser, évidemment, elle est plutôt conventionnelle. Pour Jeffrey, c'est la femme parfaite, donc qui n'est pas pour lui. Et pour Hitchcock, c'est la femme iconique. C'est l'icône, elle est absolument sublime. Pour le public, c'est la même chose. Et on se pose tous un peu la question de savoir, et d'ailleurs c'est ce que Stella dit avec son bon sens populaire, comment on peut ne pas vouloir épouser une femme comme Grace Kelly. Et James Stewart joue un personnage d'aveugle, d'une certaine façon, qui est absolument incapable de voir tous les charmes de cette femme. Et qui dit d'ailleurs à Stella, moi j'aimerais une femme qui soit capable de faire plein de choses, de l'aventure, etc. Et c'est exactement ce que va faire le personnage de Lisa, qui va entreprendre et qui va quitter cette image qu'elle a au départ de femme de mode assez superficielle et qui progressivement va finalement essayer de s'adapter à l'idéal qui pourrait être celui de Jeffrey, qui vend aussi une image de baroudeur, etc., alors qu'il est en plus totalement immobilisé. La première apparition de ce point de vue-là de Grace Kelly est absolument fabuleuse. Vous avez ce gros plan et puis cette ombre comme ça qui court sur le visage de Jeffrey. Elle est à la fois une apparition quasiment divine et en même temps quelque chose de pratiquement vampirique si on se met dans le point de vue de cet homme qui a très peur qu'on lui passe la bague au doigt. Et chaque étape où elle agit de manière supplémentaire est une étape où elle va se rapprocher de l'idéal qu'elle pourrait être et que Jeffrey a formulé. Raison pour laquelle, notamment, elle met l'alliance, quand elle la montre dans ce gros plan, à la fois c'est une victoire de l'enquête, mais c'est aussi pour elle, évidemment, un accès. Elle peut devenir l'épouse parce qu'elle est l'aventurière et parce qu'elle a aidé à résoudre l'enquête, d'une certaine façon. Et ce qui est très beau dans la symbolique aussi, c'est que finalement, le moment où réellement Jeffrey succombe au charme de Lisa, c'est le moment où elle va aller sur les écrans d'en face. Elle rentre dans cette baie vitrée, et très clairement, là, il a une admiration et une peur absolument colossale, mais quand elle raconte après ce qu'elle a fait, on voit un regard énamouré qu'il n'a absolument jamais eu. Donc c'est comme si elle était passée sur cet écran, et elle était devenue enfin, pour Jeffrey, ce qu'elle est pour nous et pour Hitchcock depuis le début, à savoir une icône absolument sublime. Mais il a fallu qu'elle passe dans cette image, dans ce que regarde. D'ailleurs, elle dit même à un moment à Jeffrey, il faudra peut-être que j'habite en face pour que tu me regardes enfin. Et c'est finalement ce qu'elle fait d'une certaine manière. Et donc ce passage-là est intéressant puisque la femme de l'intérieur de la dimension Eros va en face et il tombe amoureux, et l'homme d'en face de la dimension Thanatos arrive chez lui et le piège esthétique d'Hitchcock se referme sur le personnage. Donc on a une fois encore, quand un mouvement se fait, on l'a dans l'autre sens. Et on aboutit évidemment à ce final qu'on peut interpréter de plusieurs manières, puisqu'évidemment, quand il a ces deux jambes dans le plâtre, on peut considérer que c'est une vision symbolique du mariage assez parlante et qui renverrait toujours à la malice assez misogyne d'Hitchcock. Mais il y a aussi cette façon de montrer Lisa, qui a gagné sur tous les plans, puisqu'elle a été brave. Il lui dit « je suis fier de toi » à la fin, mais qui, dans la dernière image, vous remarquerez aussi que pendant tout le film, elle arrive toujours de nuit, puisqu'elle a travaillé dans la journée, elle arrive de nuit, elle a ces moments d'intimité, etc., et de dispute aussi. Dans la dernière séquence, elle est de jour, elle est devenue officielle, elle est dans son habitation en plein jour, et évidemment, vous avez, elle est dans une tenue qui pourrait avoir
un côté un peu sportswear qui laisserait imaginer qu'elle pourrait le suivre dans quelques aventures, avec un livre sur au-delà de l'Himalaya, et quand elle se rend compte qu'il dort, elle ressort sa revue de mode pour montrer qu'évidemment elle ne changera pas et qu'elle a vraiment complètement gagné. Reste à savoir donc comment le voyeurisme est traité dans le film. Hein. Ce n'est pas seulement un élément esthétique, c'est aussi un élément moral et qui génère pas mal de questions. Il y a quelques scènes qui donnent des indices sur la manière dont Hitchcock envisage le voyeurisme. C'est évidemment quelque chose qui peut faire culpabiliser. On le voit, puisque le voyeurisme a plusieurs définitions. Le vrai voyeurisme, celui qu'on condamne moralement, c'est celui qui consiste à aller regarder des choses, aller les chercher alors qu'on n'est pas censé les voir, et alors que Jeffrey se retrouve sans rien d'autre à faire que de regarder finalement un quotidien. Et lorsque justement Doyle se rince l'œil, qui est la véritable expression condamnable du voyeurisme sur Miss Torso, il lui fait remarquer qu'il a une épouse, par exemple. De la même façon, on voit bien les scrupules qu'ils ont à regarder avec ces moments assez fréquents où on recule dans l'ombre, parce qu'il ne s'agit pas de montrer qu'on est en train de regarder. Et d'ailleurs, l'unique raison, enfin pas l'unique raison, mais un élément qui fait que Jeffrey considère vraiment Torvald comme suspect, c'est lorsqu'il constate que Torvald regarde si quelqu'un le regarde dans la cour. Donc, à la fois on regarde, mais on peut toujours être l'objet des regards. C'est d'ailleurs la remarque que lui fait de manière assez subtile son ami policier quand il constate que les effets personnels de Lisa, auquel il n'est pas censé avoir accès, qui est un élément privé, eh bien, lui donne des indices sur une relation avant mariage qui serait proscrite par le propriétaire. Et il y a un autre élément qui justement nous met face à l'aspect immoral et dangereux, si vous voulez, du voyeurisme. C'est ce superbe regard caméra de Torvald quand il se rend compte, avec l'Alliance, qu'elle donne un signe à l'appartement d'en face. Et évidemment, il regarde Jeffrey, on a peur pour Jeffrey, mais en fait, on a surtout peur pour nous, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être, nous, pris en train de regarder. Et ce regard caméra nous interpelle et casse un petit peu. C'est une transgression qui est extrêmement efficace de la part d'Hitchcock, puisqu'il nous interpelle, nous, directement, comme voyeurs, bien entendu. Mais ce voyeurisme, évidemment, il est du côté de la morale. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas un voyeurisme passif dont la seule finalité serait d'assister à des choses qu'on n'avait pas le droit de voir, il s'agit de démasquer quelqu'un qui voulait mettre en place une mise en scène et un mensonge. Et donc le voyeurisme de Jeffrey, aidé par ses deux comparses, va permettre, dans un premier temps, de rétablir la vérité, de démasquer l'imposteur, qui voulait quand même transformer la cour en cimetière, par exemple. Deuxième élément aussi très important, c'est que ce voyeurisme permet, et ça c'est plus subtil, permet de montrer la vérité des êtres. Et le temps que Hitchcock passe sur ces personnages, à les regarder, aller dans le bar par exemple, à les regarder, essayer de composer cette musique. Au départ, Hitchcock voulait il l'a fait d'ailleurs, mais il n'était pas satisfait du résultat. Il voulait que tout le film tourne autour de la composition d'une chanson. Et on l'entend effectivement par strates. Au départ, il y a les compositions au piano, les moments de découragement, et à la fin, il fait écouter sur disque. Et cette chanson, elle va contribuer en plus à sauver Miss Lonely Hearts du suicide et puis donner une forme d'espoir. C'est quelque chose de constructif. Et ces moments que regarde avec une certaine tendresse Jeffrey sont aussi des moments où on regarde les personnes vivre et on leur donne une véritable identité, des personnes qui normalement sont condamnées à l'anonymat. Et c'est en ça qu'on a une autre vision du voyeurisme. Deux types de voyeurisme. Le premier qui serait condamnable, et avec lequel Hitchcock joue, et avec lequel Hitchcock va continuer à jouer très loin, puisque ses derniers films seront beaucoup plus explicites, beaucoup plus sombres, beaucoup plus même, je dirais, dégoûtant. Pensez à Frenzy, où là, on va vous montrer vraiment les meurtres. On est après le code Hays, donc on va se faire plaisir, et en même temps, ça devient quelque chose de beaucoup moins subtil, de beaucoup plus grossier, si vous voulez. Où il dirait que le voyeuriste, c'est évidemment Jeffrey, mais c'est nous qui avons envie aussi qu'il se passe quelque chose et on devient des infirmes condamnés à regarder des écrans et avec le désir qu'il se passe toujours des choses qui viennent satisfaire un petit peu notre besoin sadique pour pouvoir nous sortir de notre léthargie d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il fera avec la série Alfred Hitchcock présente, série d'épisodes où on a des crimes de plus en plus crapuleux et qui satisfont évidemment un petit peu les besoins primaires du public, si vous voulez. Donc avec la télévision, il donnera aussi ça. Mais la deuxième hypothèse, c'est l'idée que
regarder les gens, c'est aussi faire attention à eux. Et là, je vous renvoie au discours de la femme qui perd son chien et qui interpelle tout le voisinage à un moment où on a une vue d'ailleurs très inhabituelle de la cour et on a des gros plans successifs de chacun des voisins qui ne sont pas nécessairement vus par Jeffrey, justement. Où très clairement, on revient dans un point de vue omniscient, là, où il y a vraiment cette idée de, être des voisins, c'est se regarder, c'est essayer de rompre cette chaîne de la solitude, c'est essayer d'avoir un regard de bienveillance, de sollicitude, et dans ce cas-là, eh bien, le regard, ce ne serait pas seulement celui d'une affaire policière, ce serait celui de faire réellement vivre des personnages et nous pousser à sortir dans la rue, c'est ce que dit Stella au début, et aller rencontrer les gens plutôt que de les regarder à distance. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.